Bonsoir à nouveau. Donc, si nous avons sollicité Jean-Noël Jouzel, qui est présenté là dans le beau petit programme que vous avez reçu, sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre de R, dont on a parlé avant, c'est parce qu'il est institutionnellement très bien placé pour voir, pour évaluer des projets au long cours de possibles futurs collègues dont les travaux ont tous en commun d'être foncièrement interdisciplinaires. Il tente courageusement d'entrer au CNRS. Qui plus est, Jean-Noël Jouzel exerce cette mission, lourde de responsabilité, au sein d'une commission de 17 membres, dont les disciplines vont de la physique, la chimie et l'informatique, à la sociologie, l'histoire, les sciences politiques, en passant par la philosophie, l'anthropologie, l'économie et les sciences cognitives. Il est donc un spécialiste des cuisines du monde. Chef, je vous laisse présenter le menu de ce soir et surtout son découpage temporel, parce que vous savez que les phases sont cruciales dans les recettes de cuisine. D'accord, bonjour, merci Bernard, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Je vous dis un tout petit mot de cette commission interdisciplinaire numéro 53 du CNRS pour que vous compreniez un peu d'où je parle, mais on va assez rapidement après enchaîner avec les présentations des intervenants qui sont sans doute plus intéressantes, parce que c'est un peu bureaucratique ce que je vais vous dire, donc je vais être rapide. Les commissions interdisciplinaires, les CID, comme les sections du CNRS, sont des instances du Comité national de la recherche scientifique qui, en fait, participent à l'évaluation de l'ensemble des carrières des chercheurs, comme l'a dit Bernard, depuis leur recrutement comme chargé de recherche ou comme directeur de recherche, à leur promotion, en passant par les fameuses évaluations à vague et à mi-vague que les collègues du CNRS connaissent, que les autres ne connaissent pas sans doute. Mais voilà, on passe notre temps à évaluer des chercheurs et des projets de recherche. Et au sein du CNRS, de manière plus générale, les sections et commissions interdisciplinaires ont vocation à faire vivre la collégialité dans l'évaluation des chercheurs, en complément, en interaction, parfois en friction avec une politique d'établissement forcément par nature un peu plus bureaucratique et descendante. Par opposition aux sections, les commissions interdisciplinaires, les CID, elles ne sont pas adossées à des disciplines et elles ont vocation à couvrir des champs que le CNRS estime mal couverts par les découpages disciplinaires usuels. Et donc, moi, je préside la CID numéro 53, c'est-à-dire la CID, la commission interdisciplinaire dont le sujet est sciences en société, et qui est ouverte à l'ensemble des recherches qui portent sur la manière dont les savoirs et les techniques sont produits, dont ils circulent en société, dont il en est fait usage par les acteurs sociaux. Donc c'est un vaste sujet, évidemment, un sujet en pleine ébullition, au moins dans les sciences sociales, depuis 20 à 30 ans, on va dire, dans la foulée de la montée de mouvements sociaux inquiets vis-à-vis des dégâts du progrès et de la montée d'une réflexivité, on va dire, sociale et collective autour de ces dégâts du progrès pour l'environnement, ce qui intéresse évidemment centralement les politiques de la Terre, mais aussi pour la santé humaine, pour des enjeux bioéthiques également. Voilà, donc vaste domaine qui convoque par construction une pluralité de points de vue disciplinaires. Et donc, tu l'as dit, parmi les 17 membres de la CID 53, il y a des chercheurs venus de tous horizons, une majorité de chercheurs venus plutôt de sciences sociales, des sociologues, des anthropologues, politistes, philosophes, historiens, mais aussi des chercheurs de sciences dures. Et donc, on pratique une forme d'interdisciplinarité au concret, parce qu'on voit bien dans l'évaluation des chercheurs, sur des enjeux un peu durs, de est-ce qu'on le recrute ou on ne le recrute pas, qu'on n'a pas tous les mêmes épistémologies, il faut bien trouver des points de recoupement. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je n'ai pas le temps, et puis je ne sais pas si c'est si intéressant, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je suis toujours très intéressé de voir fonctionner l'interdisciplinarité sur les objets qui la convoquent le plus naturellement. Et je pense que les politiques de la Terre sont tout à fait, et marchent tout à fait à cette catégorie. Donc, sans plus attendre, j'introduis les collègues qui vont présenter ce soir, en fait, les projets qui ont été financés dans le cadre de cet Institut des politiques de la Terre, de ce Centre des politiques de la Terre, en 2019, et qui donc ont dû, j'imagine, arriver plus ou moins à terme. Ah oui, oui. Oui, c'est ça. Hein. Et l'idée étant qu'ils disent un petit mot chacun sur ces projets, mais surtout qu'ils parlent un peu de l'interdisciplinarité au sein des projets. Donc j'énonce juste les noms des représentants des différents projets ici. J'espère que ma langue ne va pas fourcher. Donc on a Alexandra Arène de Terraforma, c'est ça? Oui, Alexandra, c'est dit. Emeline Bailly de Création.
ça c'est vous, bonjour Emeline. Donc Bernard Robert de Responsiveness. Marilyn Specht de valorisation des données. C'est vous. Voilà. C'est réussi. Et Baptiste Lanaspès de Cirez, c'est vous là-bas. Et Maud Deves de My Volcano. My Volcano, voilà, j'oublie personne. Et vous Pascal Ouiez. Et de quel projet? Médentaire. D'accord. J'ai sauté ou je l'ai pas. Si, voilà, vous êtes là. Donc voilà. Alors, pour guider, donc la commande un peu, je crois, qui vous a été passée, c'est de présenter rapidement les projets et puis, en fait, de répondre à 3 questions qui sont basiques dans leur formulation, mais sans doute très compliquées dans leur réponse. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Mais autour de l'interdisciplinarité, quelle forme d'interdisciplinarité est à l'œuvre dans le projet que vous avez porté? Pour quelle plus-value et quelle découverte? Et pour quelles difficultés et quelles limites? Parce que, évidemment, ça fait partie du jeu. Voilà, donc je vous propose qu'on procède dans l'ordre dans lequel je vous ai annoncé. Donc, on peut commencer peut-être par Alexandra Arène, si vous voulez bien. Donc, bonjour, je représente le projet Terraforma avec Axel Grégoire qui est dans l'équipe et qui est ici, Éric Gaillard de l'IPGP, Jérôme Gaillardet et Frédéric Aitouati. Et donc l'objectif du projet, intitulé Terraforma, cartographier les cosmopolites de la Terre, c'était de créer un outil cartographique. Donc là, on n'a pas de visuel, donc c'est un peu compliqué, mais on le verra demain en fait parce qu'il sera exposé pendant le colloque. Donc un outil cartographique qui puisse en fait révéler des invisibles ou des entités invisibilisées dans les cartes modernes. Et cela pour aller en fait vers une construction d'une nouvelle politique de l'espace. On rejoint pour ça en fait la réflexion qui était menée par Bruno Latour sur le fait que la façon dont nous comprenons où nous sommes définira le type de politique que nous défendons. Donc cette attention à l'espace et à la cartographie de l'espace. Donc pour cela, il nous fallait avoir un référentiel alternatif pour se détacher des cartes modernes, aussi un site pour atterrir en fait, pour cartographier, et une enquête pour trouver ces invisibles. Donc pour ça, on a utilisé un référentiel spatial un peu particulier qui est issu du livre Terraforma, manuel de cartographie potentielle, qui était sorti en 2019 avec Axel et Frédéric. Et on a utilisé le premier modèle, le modèle SOL, qui visait en fait à montrer des éléments du milieu souterrain, donc ce qu'on ne voyait pas forcément. Le site sur lequel on a fait un peu atterrir, donc c'est le bassin versant parisien. Pourquoi? Parce qu'il y a un observatoire de la zone critique à Orgeval, entendu parler tout à l'heure, et puis parce que c'est aussi sur la région parisienne où il y a des tensions d'usage des terres, donc ça nous paraissait aussi intéressant, avec une particularité sur les matériaux aussi, les ressources pour l'aménagement. Donc en quelque sorte, si on peut faire un jeu de mots, c'est pas Paris ville invisible, mais ça serait un peu Paris bassin versant invisible. La méthode d'enquête, ça a été de faire des ateliers avec des géosciences et les interviews avec des aménageurs. Je reviendrai. Donc avec l'IPGP, on a fait un atelier où on a effectivement rencontré des entités invisibles, souvent parce qu'elles sont assez microscopiques, comme les nanoparticules, ou bien les sédiments, ou bien des flux, bien des cycles du ciment, en fait, particulièrement, ce qui est assez intéressant. Et ensuite, on a eu la chance de collaborer avec l'Institut d'urbanisme de Paris, qui faisait à ce moment-là en fait, une exposition pour la Biennale d'architecture et de paysage, et qui nous ont fait en fait, rencontrer des gens qui travaillent dans les carrières, donc qui sont assez peu représentés finalement dans les cartes, ou difficiles d'accès aussi, parce qu'il y a une méfiance, hein, c'est un petit peu quand on arrive sur leur territoire. Et là, ça nous a donné encore d'autres entités invisibles, de milieux souterrains, donc les matières, l'exploitation des carrières, les risques qui vont avec, leur abandon aussi, qu'est-ce qui se passe après. Donc il y a des cavités qui peuvent s'effondrer, donc il y a une espèce d'infrastructure ferrale aussi, si on veut reprendre le terme d'Anatsing, sur ces éléments. Et puis aussi les nouvelles explorations. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin dans l'exploitation de la profondeur. Et ça, c'était quelque chose qui nous a aussi un peu questionné voilà, on a l'impression qu'on va arrêter, mais en fait, on va encore un peu plus profond. Donc, à partir de là, on a produit
une série de cartes qui détaillent ces perspectives et qui seront du coup affichées demain. Et on a ensuite réalisé une cartographie générale qui reprend l'interaction de ces différentes perspectives sur le même référentiel de sol. Et ce qui était intéressant, en fait, dans la confrontation de ces visions, et qui finalement allait un peu contre ce qu'on aurait pensé, c'est qu'il n'y avait pas forcément de conflit avéré, mais plutôt une volonté de partager les données, d'avoir plus d'interactions et d'échanges. Et aussi, donc ça, c'était un atelier qu'on avait fait pendant la BAP, pendant l'expo, avec les différents acteurs qu'on avait auparavant interviewés, avec qui on avait fait des ateliers préparatoires. Et ce qui est ressorti aussi, c'était la capacité des acteurs à se questionner sur la visibilité de leurs pratiques et sur leur action en profondeur dans les souterrains, les différentes épaisseurs de leur intervention. Donc un peu le bilan un petit peu du projet, même s'il n'est pas fini pour nous, je souligne qu'il nous reste quelques mois. C'est qu'on a obtenu en fait un nouveau jeu de données pour alimenter le référentiel cartographique un peu alternatif. Donc on s'écarte des données traditionnelles et on accueille d'autres jeux qui sont ces invisibles des sols et des sous-sols. Et on s'est aussi questionné plus largement sur la réinsertion de la ville dans son bassin versant et son milieu souterrain. Parce que la carte, en fait, ramenait cette logistique un peu environnementale, donc les flux, les sédiments, les ressources dont on a besoin, qui apparaît pas forcément dans les cartes traditionnelles, ou en tout cas pas de façon croisée. Ensuite, pour évoquer les difficultés, pour finir, même si les acteurs de l'aménagement, les acteurs des géosciences auraient peut-être voulu continuer à échanger, il y a des limites en fait institutionnelles ou professionnelles qui fait que c'est difficile de continuer à travailler ensemble quand il n'y a pas des moments particuliers. Aussi parce que le fossé entre les disciplines est parfois assez énorme en fait, donc c'est aussi compliqué de s'entendre. Mais en fait, c'est ce qui se passe sur un territoire quand on a encore plus de parties prenantes. Donc finalement, on s'est aussi demandé, est-ce que c'est pas par la mise en place d'un référentiel que personne n'a l'habitude de voir que finalement on peut arriver à de nouveau construire des outils communs et commencer à échanger, à travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on va passer la parole à Emeline Bailly, Création. Je me rapproche également. Vous m'entendez bien? Alors merci de l'invitation. Donc, je vais vous présenter ce projet qui s'appelle Création, donc qui va questionner l'interdisciplinarité sous un autre angle. Donc l'objectif de ce projet était de développer une série d'expérimentations de recherche-création justement, qui questionnent l'habitabilité et la relation homme-milieu. Donc on est bien effectivement sur cette question de l'habitabilité qu'a posée Nathalie Blanc, qui fait partie d'ailleurs de ce projet tout à l'heure. Donc le sous-titre du projet Recherche-Création est Recherche-Création pour une coproduction des savoirs citoyens. Donc je pense que c'est intéressant par rapport à la question de l'interdisciplinarité, puisque effectivement le principe était à la fois de croiser art et science, donc de mobiliser des artistes dans le processus de recherche, ou nous-mêmes, en tant que chercheurs, s'insérer dans le processus de création. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, croiser les disciplines au niveau art-sciences, mais aussi avec des citoyens, de manière à renouveler la production de connaissances et la question des savoirs sur cette relation à l'environnement. Donc la recherche-création, qu'est-ce que c'est? Très simplement, très rapidement. Donc elle part du principe que les pratiques créatives des artistes et les méthodes scientifiques et outils conceptuels des chercheurs participent à la production de connaissances. Donc elle implique une problématisation croisée, donc avec des questions communes, des corpus qui sont croisés, des méthodologies qui sont croisées et des pratiques de production de connaissances ou de création artistique qui sont mis en perspective les uns par rapport aux autres pour produire de nouveaux savoirs à la fois
dans la relation à l'environnement, ce qui nous intéressait ici, mais aussi esthétique, sociétal, urbain, voire même sur la question théorique ou méthodologique. Donc notre hypothèse était de partir de la recherche-création pour dépasser les approches en silo et surtout questionner les approches qui pouvaient être homogénéisantes par rapport au territoire, pour notamment réintégrer la diversité des situations expérimentées, les manières d'éprouver le territoire, voire d'autres formes de vie, ou la relation aux humains et non humains. Donc on était effectivement avec une entrée, et c'est le deuxième axe, sur la question de redonner une place à la dimension sensible, à l'expérience éprouvée par les usagers habitants et aussi par l'approche que les artistes pouvaient nous apporter dans cette dimension-là, sachant que l'ensemble des chercheurs qui étaient aussi sur ce projet de recherche-création s'intéressaient aussi à cette question du sensible. Donc c'était vraiment le sujet qui nous rassemblait. Et cette approche de recherche-création par le sensible pour essayer de questionner les savoirs citoyens visait à questionner les démarches collaboratives et participatives, les récits, et notamment les récits du rapport homme-milieu, les questions de l'habitabilité, et pour produire éventuellement des connaissances sur nos environnements. Donc, on a mené une série d'expérimentations, dont je vais vous en présenter deux très rapidement, pour illustrer un peu mon propos. Donc, je vais présenter d'abord le projet qui a été coordonné par Joanne Clavel, qui s'appelle Le devenir animal et qui enquête sur la présence du loup en montagne, donc qui fait l'objet évidemment de controverses, et donc a mis en place des dispositifs avec l'artiste Boris Nordman, de ce qu'ils ont appelé des fictions corporelles, pour essayer de se mettre en situation de ressentir comme l'animal, comme la montagne, ou de ressentir effectivement le point de vue des uns et des autres, puisqu'ils croisaient des points de vue d'éleveurs, d'habitants et de militants environnementaux, pour essayer de faire émerger des nouveaux récits. Donc ça, c'est une première expérimentation. Une deuxième expérimentation était Intertexting, qui est une démarche de co-création de récits sur des territoires urbains. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a expérimenté des situations variables en termes de public, mais aussi de rural, urbain et de typologie de territoire. Donc, Intertexting propose en territoire urbain, donc dans 2 sites, à Villejuif et à Compiègne, d'expérimenter des promenades sensibles sur un mode participatif, donc toujours avec des citoyens, en partenariat avec les collectivités, toujours pour confronter les points de vue, et deux artistes, donc Cécilie Andrew et Mark Field, pour expérimenter des promenades sensibles et des ateliers de création de récits. Donc les promenades sensibles avaient la particularité de mobiliser le smartphone de manière à pouvoir saisir et décrire, transcrire au fur et à mesure de la promenade collective ce qui était éprouvé par les personnes, donc à travers des photos, des captations vidéo ou sonores, de l'oralisation ou de l'écriture, et communiquer à l'ensemble des autres participants, de manière à créer effectivement un partage du sensible au cours de cette expérience par le médium smartphone, qui nous paraissait intéressant parce qu'il était multimédia. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est la première question. Et donc cette promenade sensible nous a permis de questionner les méthodes de diagnostic in situ, mais aussi les méthodes de participation, et puis de création de récits plus ou moins partagés, puisque effectivement, dans les plus-values de ces expérimentations, pour répondre à vos questions,
on voit qu'on fait émerger d'autres lectures des territoires, de la relation à l'environnement, qu'elle questionne les méthodologies qui sont mobilisées, notamment dans le champ de la conception urbaine ou de la transformation des territoires, pour être plus large, qu'elle questionne aussi les modes de production de connaissances. Donc, ça nous paraissait intéressant de vraiment de mettre en perspective ces différentes dimensions. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les publics qui ont participé à ces démarches avaient un grand appétit. On a vraiment eu le sentiment de rencontrer un public, en tout cas, et par contre, dans les limites, peut-être qu'on peut dire qu'il y a une difficulté à en tirer des généralités. On est sur une collection finalement d'expérimentations aujourd'hui, qui renouvelle la lecture des territoires, qui montre la coexistence d'une multiplicité de récits, mais qui finalement le passage du côté des politiques publiques n'est pas du tout une évidence, puisqu'on a une difficulté à les documenter, à les transcrire, à les restituer, ces expériences, et effectivement, on sort aussi d'un schéma plus universel, plus homogénéisant, comme on le disait tout à l'heure, en montrant finalement une variété de vécus, de représentations, de ressentis dans le lien à l'environnement, et qui vient questionner de manière extrêmement variée la relation à l'habitabilité de territoires en transformation. Merci beaucoup. Bernard, veux-tu nous parler de responsiveness? Je pense que je n'ai pas le choix, je dois dire oui. Ça m'arrangerait. Donc, responsiveness, en 1 minute, ça joue sur toutes les interprétations de cette forme de responsabilité, comprise comme sensibilité, comme ajustement, comme réaction appropriée. Et donc, l'enjeu principal est celui de la transition, de l'ajustement, et dans ajustement, il y a justesse, mais peut-être aussi à l'arrière-plan justice, des savoirs à la décision sous toutes ses formes. Et donc la mise à l'épreuve du projet fut le cas original de la Convention citoyenne pour le climat 2019-2021, qui va bien au-delà d'une expérience confinée et confidentielle de chercheurs. Elle a servi à la fois de terrain d'analyse et de révélateur. Et en effet, c'est un lieu privilégié pour voir à l'œuvre la rencontre de sciences, des experts, des documents, des présentations, des contributions massives d'experts du groupe d'appui ou d'experts d'un comité légistique, et les exigences démocratiques, à la fois par la présence de citoyens tirés au sort, mais surtout par le design des procédures et des relations interinstitutionnelles. Il faut à un moment donné que la Convention retourne dans un système institutionnel qui lui préexiste. Il s'agit donc d'une tentative réelle d'élaboration de politiques au pluriel de la Terre, à restituer, à évaluer, à améliorer à partir des préoccupations du projet. Alors, quelle forme d'interdisciplinarité est à l'œuvre dans ce projet? Il ne s'agit pas d'une interdisciplinarité vague promesse, plate, ou pour le seul plaisir de la connaissance, et c'est déjà beaucoup, le plaisir de la connaissance, ou même de l'enseignement, mais une interdisciplinarité qui est soumise à la délibération, une délibération effective, plus ou moins inscrite dans un système institutionnel plus ou moins délibératif. Alors, il y a 5 plans interdisciplinaires possibles dans cette expérience qui mobilise science pour la décision. Le premier, c'est une expérience, la Convention, qui requiert au service d'un collectif politique une convention hétérogène, donc elle requiert l'interdisciplinarité puisqu'ils doivent répondre à une question qui est potentiellement interdisciplinaire, réduction de 40% des gaz à effet de serre à horizon 2030, dans un esprit de justice sociale. Donc l'objet politique et la question requièrent des sciences descriptives, des sciences prédictives et des sciences normatives. Deuxième plan, les disciplines des experts mobilisés à titre divers, pour le design, comme personnes auditionnées, pour le groupe d'appui, pour le comité légistique, qui offrent leur expertise disciplinaire. Un des membres du projet Responsiveness faisait partie du groupe d'appui, Sébastien Treyer. Malheureusement, les disciplines ont été à l'œuvre sans trop de controverses et de façon partiellement pluraliste. Troisième plan, pour le 1,
premier plan et le deuxième plan, il a fallu, pour responsiveness, ou le collectif élargi, on verra ça par la suite, restituer ces choses selon en tout cas deux grandes familles, deux types de préoccupations, ceux qui étaient orientés objet, et là plusieurs disciplines à l'œuvre, et ceux qui étaient orientés processus. Est-ce que c'est une délibération ou un Canada Dry de délibération? Quatrième plan interdisciplinaire, il faut évaluer tout ça. Et le cinquième, il faut l'améliorer. C'est un petit peu à l'image de ce qu'est la politique, avec sa part de description, d'aide à la décision, d'évaluation et de critique éventuellement, et d'amélioration. Alors pour quelle plus-value et quelle découverte? Le projet a été l'objet d'investissements massifs de 6 membres de Responsiveness, soit dans le groupe d'appui pour une personne et pour les autres dans l'analyse de ces séances. C'était quand même pas toujours une partie de plaisir, 30 jours d'investissement, des nombreux entretiens, des élaborations, des analyses de questionnaires, et il a fallu très vite dépasser, on a pu dépasser aussi le périmètre de ce groupe de recherche, puisqu'on a dû s'associer, on était entre 30 et 40 chercheurs, avec des gens de Paris 1, Paris School of Economics, du Centre Coiret, de l'EHESS, de l'Université de Strasbourg, ou de La Réunion, et puis on a eu l'occasion pour certains de poursuivre l'exercice, non pas simplement sur cette convention-là, mais sur une convention au niveau régional avec la convention d'Occitanie sur le Green Deal, et puis le panel 3 de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc on avait la possibilité de comparer 3 systèmes délibératifs qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui n'ont pas été pensés d'ailleurs comme des systèmes. On est plus empirique quand on lance des trucs comme ça dans la nature pour de vrai. Et donc parmi les plus-values, on a eu 2 ouvrages, dont un ouvrage collectif, un numéro spécial de revue, des articles, 23 communications internationales sur 4 continents, et certaines fois avec des comparaisons, notamment avec la convention chilienne sur la nouvelle constitution qui était très pro-climat, exceptionnelle. Les Français en auraient rêvé, les conventionnels en auraient rêvé, mais qui a été quand même retoquée à 62% avec un vote obligatoire. Et puis, on a eu aussi des sollicitations pour l'expertise, notamment pour aider le CESE à faire mieux pour les prochaines fois. Alors, donc, je ne vais pas énumérer ces choses-là, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ça a été la possibilité d'organiser une semi-plénière construite sur la base du questionnement de R au sein de la grande communauté de recherche en SHS, c'est la plus grosse communauté de recherche qui travaille sur les questions de gouvernance du climat, donc Earth System Governance, et c'était à Toronto, dans une ville ultra chère, malheureusement, l'année passée. C'est pour ça qu'il faut des finances pour faire des projets. Voilà, et alors, les difficultés, les limites, eh bien, première difficulté, vous l'aurez compris, pour les chercheurs qui aiment bien faire les designs, c'est que, non, c'est latéral comme observation. Si on avait fait les choses, on ne les aurait pas fait comme ça, mais il nous aurait fallu aussi 10 ans pour le faire. Ensuite, il y a eu la vertu de responsiveness, l'ajustement, il a bien fallu s'adapter, comme tout le monde, avec le Covid, ce n'était pas prévu dans le programme de recherche. Il a fallu s'adapter avec des organisateurs qui aimaient plus ou moins voir arriver des chercheurs. Et donc, comme on appartenait tous à des équipes de recherche différentes et qu'on nous disait, écoutez, il faut vous débrouiller, il n'en faut pas 3 de plus dans une salle, il a fallu qu'on tire au sort. Et cette pauvre Florence Fauché a dû retourner à la maison un jour parce on n'a pas tiré au sort, rassurez-vous, mais bon, voilà. Mais c'est quand même une difficulté réelle. Bon, il y a une petite difficulté, ça c'est juste pour nous. C'est vrai que le financement est arrivé à la fin de la convention, donc c'est bon, on va utiliser le financement pour faire autre chose. Et puis, surtout, et là je dirais c'est la chose la plus importante, c'est qu'en fait, l'évaluation scientifique robuste, rigoureuse, ça prend du temps. Le livre sortira, je pense, à l'automne, et on a déjà eu dans le paysage français un petit récit qui s'est inscrit, qui est largement faux et qu'on va démentir, mais c'est difficile de faire de la recherche. On devrait très très vite être à la vitesse des journalistes et des gens qui avaient déjà décidé que c'était un échec avant de commencer et des gens qui avaient décidé que c'était un succès avant de commencer et d'avoir évalué. Voilà. Merci beaucoup Bernard. Donc Marilyn Specht, la valorisation des données. Voilà, la valorisation des données. Certes. Alors, je prends ma petite montre. Bonsoir, merci
aux organisateurs et au centre des politiques de la Terre pour voilà, le soutien et la valorisation des projets. Ça marche le micro, vous m'entendez? Ok. Donc le projet, alors le projet que nous avons mené pour le CPT s'intéresse à la mobilisation des données scientifiques, donc des données des sciences exactes ou des sciences sociales, et bien sûr des sciences sociales, et comment en fait ces données sont mobilisées dans le cadre de l'organisation de la gestion de crise. Alors ça tombait bien, on était en plein Covid, donc tout le monde a découvert ce que c'était qu'une organisation, ou plutôt une désorganisation de gestion de crise. Et voilà, tout le monde a su qu'est-ce que c'était que ce mystérieux objet qu'était l'organisation de gestion de crise. Donc cette organisation qui s'appuie sur différentes institutions, acteurs, les pompiers, les gendarmes, les décideurs, les politiques, etc., les militaires, les services de santé. Comment est-ce qu'elle s'approprie des données? Qu'est-ce qu'elle en fait? Comment elle les lit? Comment elle les utilise? Donc ça, c'était le cadre du projet. Alors, comme tout projet, il y a eu moult aléas, et nous avons beaucoup travaillé sur la région donc, de l'arc antillais, sur la Guadeloupe et la Martinique en particulier, puisque dans ce territoire, ou ces territoires, ces DROM, d'outre-mer, il y a un ensemble de potentiels de crise très importants. Et cet ensemble est, on pourrait dire, rassemble différents risques, aussi bien sismiques que vulcanologiques, que tsunamiques, que sanitaires, etc., etc. Donc c'est une région très intéressante pour cela. Et elle est aussi une des premières à avoir développé un réseau d'observatoires de ce qui s'y passe, et qui sert à développer de la donnée scientifique autour de ce qui s'y passe du point de vue des risques et des crises environnementaux ou environnementales, dont les observatoires de la zone critique, donc considérant cette zone comme une zone critique. Et puis bien sûr, les observatoires de vulcanologie qui sont également sur place. Donc voilà le projet. L'objectif donc n'est pas tant là d'en donner les résultats ou d'en développer les objectifs. Je vais simplement donner deux parties à cette toute petite présentation. L'interdisciplinarité. Elle se lie d'abord dans la façon dont a été conduit le projet, en termes de mobilisation des théories, des guides ou des modèles qui nous permettent de comprendre comment les données scientifiques sont mobilisées. Donc il y a des modèles qui viennent des sciences politiques bien sûr, avec finalement des logiques d'acteurs qui sont excessivement politiques et qui donc mobilisent la donnée scientifique de façon politique. Ne serait-ce qu'en termes d'évaluation des risques. Il y a des modèles qui sont des modèles de la sociologie, puisqu'il y a des logiques d'acteurs qui sont des logiques de classe ou des logiques d'habitus, ou des logiques de camp, d'engagement, ou industriel, ou économique, et qui président finalement au sens qui va être donné à une donnée scientifique. Donc il y a ce premier niveau de pluridisciplinarité dans l'analyse de ces diverses logiques d'acteurs, puisque les organisations de gestion de crise rassemblent des acteurs excessivement variés, et que les modèles explicatifs sont donc excessivement variés, chacun étant mobilisé un petit peu à sa façon. Voilà, les populations, on a tendance à les considérer de façon un petit peu plus psychologisante. Étant psychologue, moi-même, je suis assez modérée pour recourir systématiquement à la psychologie pour expliquer le comportement des populations qui ont elles aussi des logiques d'acteurs, des logiques politiques, des logiques sociologiques, des logiques historiques, etc. Donc là, on a une très forte
pluridisciplinarité à ce niveau de la façon d'analyser cette mobilisation des données. On a une pluridisciplinarité méthodologique, puisque dans l'investigation, puisqu'il s'agit de mener une enquête assez soutenue, on a mobilisé des méthodes qui viennent de différentes disciplines. Donc des méthodes d'observation participante qui sont particulièrement chères à l'ethnographie, à l'ethnologie. Des méthodes d'interview qui sont très utilisées dans le domaine, évidemment, de la sociologie ou des sciences politiques. Des méthodes d'entretien, une toute petite différence, mais bon, le terme anglais-français ne change pas beaucoup, qui, elles, sont plutôt psychologiques, puisqu'il s'agit de comprendre finalement les moteurs d'un point de vue, les moteurs internes d'un point de vue des individus par rapport à une donnée scientifique concernant le volcan, concernant les sargasses, concernant un niveau de pollution, qu'est-ce que ça leur fait émotionnellement. Donc il y a différentes façons d'investiguer en fonction de ce que l'on cherche à investiguer et de l'acteur qui est en face de nous. Et finalement, il y a une espèce de boîte à outils méthodologique extrêmement variée qu'on a pu développer, avec également aussi des aspects donc collectifs, hein, d'être à plusieurs, avec des regards croisés. Alors, à plusieurs, je suis un petit peu... voilà, je m'emballe un petit peu. À 2, à 3, bon, c'est un petit peu plusieurs. Et donc de pouvoir regarder et écouter les différents acteurs, chacun à notre façon, et puis d'échanger justement dans l'analyse et l'écriture de ces analyses. Donc voilà un petit peu le deuxième niveau de pluridisciplinarité. Le troisième niveau de pluridisciplinarité, c'est effectivement dans ce que l'on a pu produire, évidemment, comme connaissance sur ces mobilisations. Alors, là, évidemment, il ne s'agit pas de donner les quelques résultats, quelques grandes lignes vraiment très larges. Donc d'abord, montrer comment finalement toutes ces logiques d'acteurs sont extrêmement clivées les unes par rapport aux autres, sont extrêmement séparées, sont extrêmement en silo, hein, comme on dit maintenant, se croisent très peu. Comment finalement, malgré des obligations de coopération entre eux, cela est très difficile. Bon, ça, c'est par exemple un résultat qui émerge de la mise en évidence de ces différentes logiques et de ces différents groupes d'acteurs qui se croisent. Et pour conclure, à l'aune de tout ça, il y a une dernière forme de pluridisciplinarité, c'est la façon dont on va nourrir les organisations de gestion de crise, puisque bon, c'est mon sujet, donc voilà, c'était l'objet aussi du projet. Donc on va nourrir ces organisations en leur proposant finalement des moyens de régulation des politiques publiques, ou bien des moyens de construire des projets avec les populations. Et bien dans ces propositions, on va être pluridisciplinaire. On va parfois aller sur du juridique et proposer des formes de décret. On va parfois aller sur de la psychologie et proposer des formes de travail collectif avec les acteurs. On va donc proposer différentes formes qui vont être, elles, également pluridisciplinaires. Parfois, elles vont être très institutionnelles. Nous avons par exemple réussi à faire créer un poste de référent outre-mer qui est un poste qui permet de faciliter finalement le travail d'interaction entre les acteurs de l'organisation de gestion de crise dans les Outre-mer. Donc voilà un petit peu les différents niveaux de pluridisciplinarité. Désolée pour le tout petit dépassement. Merci. Je passe la parole à Baptiste pour le CIRES. Qu'est-ce donc ? Bonjour à tous. Alors le CIRES, c'est un acronyme que je crois Anne-Sophie a dû créer parce que le titre de notre projet était un peu long. C'était une cartographie critique, collective, interdisciplinaire de l'enseignement et de la recherche en écologie dans le supérieur. Alors c'est pas seulement le problème que le titre est long, c'est aussi que l'objet est immense et que c'est vrai qu'on est vraiment très heureux de la confiance que le Centre des politiques de la Terre nous a accordée, non seulement parce que cet objet est absolument déraisonnable dans ses dimensions,
mais aussi parce que, d'un point de vue institutionnel, les deux porteurs du projet externe, Marin Schaffner et moi-même, Baptiste Lespèce, donc, on n'est pas chercheurs de métier, on travaille dans le monde de la recherche, mais en tant qu'éditeur. Moi, j'ai notamment créé en 2008 une maison d'édition qui était consacrée aux humanités environnementales, à une époque, je crois, Nathalie, où personne ne prononçait à peu près ce vocable, je crois, parce qu'en fait, ça n'existait pas, et donc l'université était très marginalement mobilisée là-dessus. Il faudrait d'ailleurs qu'on discute si elle l'est vraiment beaucoup aujourd'hui, c'était un peu l'objet de notre enquête. Et donc, pour nous, c'était vraiment génial de pouvoir, en tant que chercheur, je dirais, non institutionnel, de pouvoir mener cette enquête. L'hypothèse de départ de l'endroit qui était le nôtre, c'est-à-dire, moi, ça fait 15 ans que depuis les éditions Wild Project, avec 5 ou 6 autres éditeurs français, on a créé un rayon humanité environnementale dans les librairies où vous pouvez aller aujourd'hui. Et de notre point de vue à nous, on était quand même un peu dans notre bulle de promotion de ce courant, de ce mouvement de pensée. Et en fait, on s'en était pas rendu compte au début, mais nous, ce qu'on voulait faire dans ce projet au départ, c'était quelque chose qui était une enquête, qui était descriptive, mais qui était quand même porté par une pulsion de promotion de cette scène. C'est-à-dire que notre hypothèse, qui engageait des affects, c'est pour ça que je parle de pulsion, mais on peut aussi raisonner avec des affects, mais notre hypothèse, c'était quand même qu'il y avait une sorte de raz-de-marée, de tsunami d'humanité environnementale dans la recherche en France. On voyait le mot anthropocène partout qui clignotait, dans tous les sous-titres de tous les papiers. Les librairies avaient plein de livres d'humanité environnementale. Nos chiffres de vente étaient multipliés par 5 depuis 2017-18. Il y avait des stars qui sortaient partout, des nouvelles stars, des anciennes stars, tout le monde devenait star des humanités environnementales. On avait l'impression qu'il fallait documenter, que c'était important de documenter tout ça pour le valoriser, pour montrer aussi, y compris au ministère, de montrer que là il se passait quelque chose, il n'y a pas que l'innovation industrielle, il n'y a pas que le brevet, il y a aussi l'habitabilité de la Terre accessoirement et comment ça change la société. Et donc c'était notre hypothèse de départ. Et notre méthodologie était d'une part, on voulait documenter ça avec des choses un petit peu prise aux sciences dures, on voulait faire de la big data, on voulait vraiment des chiffres. Moi, je rêvais surtout de l'explosion du mot anthropocène dans les sous-titres des papiers académiques depuis 2015. Ça m'amusait énormément parce que je trouve qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre du virus, de la mode, qui était quelque chose un peu d'amusant à documenter. Et plein d'autres choses comme ça, voir la production éditoriale qui explose, voir quel auteur cite qui, où sont les filiations, etc. Et après, on voulait quand même faire un peu de terrain. On baigne quand même dans les humanités environnementales, baigne dans les sciences sociales, même si moi je viens de la philo à titre personnel, donc le terrain, c'était quand même pas mon fort au départ. Et donc, on a identifié une série de lieux en France qui nous paraissaient incontournables dans la façon dont ils étaient censés mettre en œuvre une interdisciplinarité riche entre les SVT et les SHS. Donc, le MNHN, le HESS, on a à Paris aussi, on est allé à Montpellier, on est allé à Grenoble, et on a fait ça pendant 2 ans. Et en fait, ce qui s'est passé en cours de route, c'est que notre hypothèse a quand même un petit peu explosé en vol, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à quel point les humanités environnementales, en tant que contenu, au-delà de l'effet de mode, demeurait relativement marginal au sein même des sciences sociales, premièrement, que ceux qui mobilisaient les mots-clés des humanités environnementales, comme l'anthropocène par exemple, étaient parfois juste en train de requalifier, de redonner un vernis de coolitude intellectuelle, d'air du temps, à des sujets qui en fait ne mobilisaient pas une culture profonde de l'écologie politique. Et on s'est rendu compte surtout, en sortant de notre bulle, c'est un peu une histoire de Calimero, notre enquête, mais on s'est rendu compte en sortant de notre bulle qu'en fait, même au sein des SHS, la part que représentent les SHS au sein de la recherche mondiale était complètement ridicule, et qu'en fait, la profondeur des relations épistémologiques de production d'objets, de production de contenu entre les SVT et les SHS était quand même, je ne sais pas quel est le mot juste, mais soit ténu, soit surestimé, soit on a eu des moments avec Jérôme Gaillardet et Nathalie Blanc qui étaient très amusants, où on se rendait compte de ce qu'on appelait parfois un malentendu croisé, c'est-à-dire les gens des SHS ont l'impression de mobiliser des contenus, des objets des sciences dures, que les sciences dures trouvent absolument illégitimes, et inversement. Donc on s'est fait un « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » qui était très instructif, où on se disait, mais enfin, là, tu crois vraiment que tu es en train de faire de la philo, mais toi, tu crois vraiment que tu fais des SVT, tout ça étant amical et partenarial, et donc on a quand même un peu découvert l'ampleur d'un malentendu, et c'est vrai que ça a orienté ensuite l'étude vers... Ça a un peu retourné l'hypothèse de départ. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pendant la durée de l'étude, elle s'est un petit peu étalée dans le temps, parce qu'elle a été écrite, le sujet a été écrit en 2019. Aux éditions Wild Project, en 2019, on avait publié un bouquin qui s'appelle « Un sol commun » et qui était une espèce de cartographie, d'ébauche de cartographie des humanités environnementales en France, avec 20
penseuses et penseurs de l'écologie. Ce livre avait bien marché, tous les journalistes l'ont lu, regardé, les libraires aussi, il a permis à des libraires de faire des rayons écologie, politique et tout ça. Et donc, au moment où on a fait ce livre, on a écrit la recherche. En 2020, on l'a déposé au Centre des politiques de la Terre, on l'a gagné, merci encore. Et après, il y a eu le Covid, et après, nous, on s'est un peu perdu dans ce terrain, dans ces big data qu'on n'arrivait pas bien à constituer. Bref, le temps a passé. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant ce temps-là, il s'est passé des choses quand même très, très étonnantes. C'est que pendant ce même temps, je ne vais pas faire le tour de tous les événements, mais en gros, il y a eu une sorte d'articulation entre les événements, les mouvements étudiants spontanés, poussés par Greta, comme le réveil écologique, etc., qui venaient percoler vers le Chic Project qui vendait des études au ministère. Le ministère qui a commandé son étude, il s'est dit, merde, il ne s'agit pas que de décarboner l'université, quand même, ça ne suffit pas, peut-être qu'il faudrait faire un peu plus, donc il a fini par passer le fameux rapport Gisèle Abadi, qui a débouché, ça ne vous échappera pas, en 2022, sur l'idée que, à partir de l'année prochaine, en S4, en L2, S4, il y aura un semestre d'éducation à la transition écologique. J'ai appris il y a 2 semaines que Blanquer, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation, chez Veolia, lançait un institut de la transition écologique pour former la France entière à la transition écologique. Et aujourd'hui, tous ensemble, on fête quand même la dissolution des soulèvements de la Terre. C'est quand même un grand jour. Je pense que ce jour restera dans l'histoire de l'année 2023 comme un jour quand même assez important. Et donc, on est arrivé à un moment où le mot écologie, le mot transition écologique, pendant la durée de l'étude, a été mobilisé par une variété d'acteurs insoupçonnés. Et donc, c'est pour ça que finalement, j'en viens au livrable, finalement, on a décidé que cette étude ne pouvait pas simplement faire l'objet d'un rapport en PDF qu'on allait mettre sur nos sites respectifs, mais qu'il fallait qu'on fasse un geste un petit peu plus politique. Et donc, ça va prendre la forme d'une exposition itinérante qui sera en 3 volets, en gros. Quand même, le premier volet va documenter qu'est-ce que sont les humanités environnementales ou écologiques, qu'est-ce qu'elles font à l'université. Quand même, ce truc existe, c'est quelque chose. Comment ça s'articule avec un dynamisme éditorial, médiatique, comment ça bouge l'opinion, etc. Ça, c'est le premier volet historique de l'étude. Le deuxième volet, qu'on appelle un malaise prometteur ou une fissure dans le bunker, raconte un peu, essaie de faire état d'une espèce de désarroi psychologique qu'on a perçu chez les chercheuses et les chercheurs qu'on rencontrait, notamment dans les sciences SVT, qui faisaient souvent état d'une sorte de dissociation entre leur vie de chercheur et leur vie de militant, et qui restaient accrochés à leur idéal de l'objectivité du fait scientifique au péril de leur santé mentale. Et donc là, il y a une deuxième partie sur comment l'écologie dérange l'université, comment ça pose problème vraiment, y compris de façon intime psychologiquement aux gens. Et puis on a des profs désarmés devant la demande des étudiants à laquelle ils ne savent pas répondre, pas bien répondre, pas assez répondre, ils se sentent en défaut. Ils n'ont pas été formés à l'écologie, mais heureusement, Jean-Michel Blanquer vient nous former, donc ça me rassure quand même pas mal. Et la troisième partie, pour ne pas laisser non plus le monopole de la vision politique à Veolia, on s'est dit quand même que ce serait peut-être bien d'apporter d'autres visions que celle de Veolia pour l'écologie, même si bon, les bienfaits de cette multinationale qui gère donc les eaux et les déchets dans le monde ne peut certainement pas être sous-évalué, mais néanmoins on a proposé d'autres modèles de ce que serait une université écologique. Donc c'est une troisième partie qui s'appelle les pluriversités. Il y a plein de petites initiatives, enfin petites ou grandes, d'ailleurs le Centre des politiques de la Terre est plutôt une grande initiative, il y en a plein aussi des plus petites qui ont éclos depuis ces 2-3 ans, pendant cette période où notre étude parfois s'enlisait, revenait, s'embourbait, reprenait de l'énergie grâce à l'accompagnement du CPT. Et donc, sur cette durée-là, on a identifié plein de belles initiatives. Il y a les chantiers pluriversités, je ne vais pas toutes les citer. Il y a notamment un truc extraordinaire qui se trouvait à 200 mètres de mon bureau à Marseille, que je n'avais jamais vu. C'était la licence Sciences et Humanités, qui est un truc très ambitieux, qui entend faire une formation de 3 ans, qui forme à la transdisciplinarité vraiment profonde, vraiment une conception très profonde de ça entre sciences SVT et SHS, notamment à travers un enseignement de l'histoire disciplinaire, en pointant un truc très important, c'est que chacun et chacune d'entre nous, dans nos disciplines, notre rapport à nos disciplines, très souvent, est un peu hagiographique. On est comme dans une sorte de corporation, et donc l'histoire est née, ou la philosophie est née, avec Platon, Socrate, tout ça. Il y a toujours une sorte d'hagiographie de nos disciplines, et en fait, ce que dit cette licence, c'est qu'il faudrait commencer par faire une histoire sérieuse de chacune de nos disciplines, ça nous distancerait avec elle. C'était une de leurs idées, mais c'est vraiment un très très bel endroit, c'est une des choses les plus belles qu'on a trouvées pendant ces 3 ans d'études. Et donc cette exposition va démarrer en janvier, Anne-Sophie, à la BU de Paris-Cité, c'est ça, mais avant ça, il y aura un lancement à l'Académie du Climat la dernière semaine de septembre, lors du Salon du Livre Felipe, qui a lieu cette année à cet endroit-là. Ce dont je me réjouis, parce que ce Salon du Livre Felipe existe depuis 20 ans, et donc c'est aussi ces acteurs-là qui étaient sur l'écologie bien avant que ce soit devenu un enjeu académique
Et donc c'est intéressant pour nous, éditeurs, de pouvoir reprendre langue avec le monde de la recherche sur cet objet commun qu'on a construit ensemble avec, donc j'ai pas cité, avec donc, effectivement Jérôme Gaillardet que j'ai cité, mais aussi Johan Clavel et Magali Adair au Centre des politiques de la Terre. Je crois que j'ai rien oublié. Merci beaucoup. Je vais passer la parole donc à Pascal, que j'avais oublié tout à l'heure, pour Math Inter, comment dit-on? Math Inter. Voilà. Donc, je vais vous parler rapidement de ce projet. Alors, peut-être pour commencer, peut-être que ça n'a pas été souligné, mais en fait, c'était aussi une commande du Centre des politiques de la Terre. Et en fait, je crois qu'ici, on est un peu on est là aussi pour discuter de ce que c'est que de faire l'interdisciplinarité. Et donc, dans ce projet Math-Inter, qui veut dire méthanisation et innovation et territoire écologique, donc vous aurez compris que l'objet d'étude, c'est la méthanisation. Je suis parti un peu sceptique, en fait, donc je vais faire l'histoire de l'économiste sceptique qui doit se lancer dans l'interdisciplinarité, puisque c'était un peu l'objet du Centre des politiques de la Terre et la commande, en fait, voilà, si vous voulez décrocher le projet, il faut faire de l'interdisciplinarité. Alors je me suis dit, je me lance dans l'interdisciplinarité, sachant quand même que j'ai une expérience de l'interdisciplinarité, mais de l'interdisciplinarité sciences sociales. Donc moi, je suis un économiste qui m'inscrit facilement dans les sciences sociales. J'ai beaucoup travaillé avec la discipline de la géographie. Alors la géographie, c'est vaste, donc voilà. Et en fait, là, il fallait aussi travailler avec les sciences expérimentales. Moi, j'avais jamais eu l'expérience de travailler avec les sciences expérimentales. Et du coup, c'est vrai que l'objet n'était pas... Voilà, la facilité que j'ai trouvée à l'écriture du projet, c'était de me dire, partons dans quelque chose de plutôt... allez, on va essayer de faire une typologie descriptive un peu pour justement pouvoir être capable de définir qu'est-ce que pourrait être une problématique à la fin du projet et pas partir avec une problématique parce qu'en fait on avait tous notre problématique propre à notre discipline et en fait je crois que c'est ça la difficulté que moi j'ai ressentie et que je continue de ressentir aujourd'hui, c'est que finalement on travaille tous sur un même objet mais pas du tout avec les mêmes questions. Et en fait le pas du tout avec les mêmes questions il reste malgré tout et je pense que c'est ça aussi de faire de l'interdisciplinarité, c'est être capable de travailler sur les mêmes objets avec des questions différentes mais qui à la fin permettent de se croiser et de se retrouver. Et je vais essayer d'illustrer un petit peu la façon dont on peut se retrouver, qui est un peu la plus-value en fait de cette interdisciplinarité. Donc voilà, pour décrire très rapidement le projet, c'était essayer de comprendre le développement de quelque chose qui est très à la mode, très journalistique en ce moment, la méthanisation. Ça va sauver notre dépendance au gaz russe en produisant du gaz issu des déchets agricoles, mais en fait, ce n'est pas des déchets, c'est de la production agricole. Donc, ça pose des questions de conflit avec l'usage alimentaire. Et puis aussi, il y a des enjeux parce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment écologique ou pas écologique? Donc, c'était un peu la question qu'on se posait aussi. Et avec des enjeux que vous voyez bien tous, en fait, est-ce que produire de la culture intermédiaire à vocation énergétique que vous faites pousser entre deux cultures, est-ce que c'est quelque chose d'écologique? Est-ce que récupérer du fumier et du lisier qui impose que vous êtes obligé de garder vos vaches dans vos étables, ça va dans le sens de l'écologie alors qu'on pose la question du bien-être animal et que par exemple dans le scénario Négawatt, j'aime bien souligner ça, il y a dans la page, alors je vais peut-être me tromper dans les pages, mais dans la page 19 vous avez la méthanisation va être un élément majeur de la transition énergétique et écologique de la France et de l'Europe, et dans la page suivante il y a un vrai enjeu, c'est travailler le bien-être animal. Et en fait, quand vous y réfléchissez 2 secondes, vous dites qu'il y a un peu une incompatibilité entre la page 19 et la page 20. Mais c'est un peu ça la réalité, et je pense que l'interdisciplinarité, à mon avis, elle permet de révéler ces incohérences, parce qu'on part tous avec nos problématiques, et dans nos problématiques de discipline, on n'est pas forcément capable de révéler ces incohérences. Et pour moi, c'est ça qui a été l'élément vraiment positif de ce travail d'interdisciplinarité. Juste pour dire, donc, sur l'interdisciplinarité, ça a été l'occasion donc, notamment d'une thèse qui a été soutenue à l'IDRI de Jeanne Cadieux et qui posait la question, elle, de comment les politiques publiques accompagnent la méthanisation et son développement et quel type de méthanisation est accompagné par ces développements. Donc c'était vraiment une question de science politique, mais qui allait dans le sens de cette logique descriptive qu'il y avait dans le projet,
donc sans problématique, entre guillemets, d'essayer de comprendre quels différents types de méthanisation il existait en France, et finalement, lesquels étaient agroécologiques, lesquels n'étaient pas. Et puis, je dois l'avouer, puisqu'il fallait faire de l'interdisciplinarité, sciences expérimentales aussi, je me suis dit, bon, ben, je vais demander aux sciences expérimentales un peu le jeu inverse qu'on entend souvent, c'est-à-dire les sciences expérimentales viennent chercher les sciences sociales en disant, bon, vous avez quelque chose à dire sur l'acceptabilité sociale de notre nouvelle technologie révolutionnaire qui va sauver le monde. Et puis là, je me suis dit, ben, on va faire l'inverse. Allons chercher les sciences expérimentales, et puis je vais leur dire, dites-moi quelque chose sur la nature écologique de mes unités de méthanisation. Comme ça, je pourrais rentrer dans mes cases de typologie. Est-ce que c'est plus ou moins agroécologique? Et du coup, on a pris un indicateur très simple, c'est les effets sur le sol, avec l'idée qu'on allait mesurer par les sciences expérimentales la qualité sur le sol, l'effet du digesta, qui est un coproduit de ce processus et qui est aussi révolutionnaire, parce que je suis très ironique hein, dans mon ton, vous aurez compris, puisqu'il va permettre aux agriculteurs de se débarrasser de leur dépendance aux engrais chimiques. Et donc, est-ce que finalement, remplacer les engrais chimiques par ce fameux digesta issu de la méthanisation, ça va sauver la planète et finalement rendre la planète plus habitable, puisqu'il faut parler d'habitabilité ici. Ouais. C'est quand même ça la question à la fin. Voilà ce que c'était mon expérience de l'interdisciplinarité. Et en fait, mon expérience, comme vous l'aurez compris, en tant qu'économiste, pour moi, c'était un peu artificiel. Voilà, il faut être honnête, c'était beaucoup artificiel. Et puis en même temps, ça a été l'occasion de discuter avec toutes les difficultés qui ont été soulignées. On était en plein Covid, on a fait beaucoup de Zoom, mais enfin pour tout le reste aussi, donc j'en peux plus de Zoom. Et puis en fait, à la fin, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que les questions des sciences expérimentales, et notamment sur les difficultés que c'était de mesurer la qualité des sols, et finalement ce que c'était la difficulté de faire une typologie dans laquelle on serait capable de répondre à la question est-ce que c'est vraiment agroécologique ou est-ce que c'est pas agroécologique, parce que je vais vous dire n'importe quoi, mais vous allez le comprendre. Finalement, oui, ça apporte de l'azote que l'engrais chimique apporte pas aussi bien pour des raisons X ou Y que je suis pas forcément capable d'expliquer, mais ça, je l'ai compris. Et puis en même temps, ça a des effets sur la biodiversité des sols. Et ça, cette biodiversité des sols, elle intéresse presque personne, parce qu'on est toujours sur la chimie et pas tellement sur le vivant des sols. Et les biochimistes et les chimistes avec qui j'ai travaillé ont permis de me sensibiliser à cette question, et plutôt d'avoir une réponse, d'être capable au moins de se dire « c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air ». Et donc, inversons le problème. C'est peut-être comme ça que je vais conclure en disant du coup, ça m'a permis de comprendre que un apport de ce travail, ce ne sera pas, et pour moi, d'un travail interdisciplinaire, ça ne peut pas être d'être capable de travailler ensemble sur une unique problématique. Chacun retourne dans ses disciplines avec ses questions et essaye de répondre aux questions de sa discipline. J'aimerais bien que ça existe, mais bon, alors je suis peut-être contradictoire par rapport à ce que vise la section 53, si j'ai bien retenu. Mais moi, je parle de casquette CNU 0,5. C'est très compliqué de convaincre déjà la 0,5, c'est l'économie, que ça sert à quelque chose d'aller voir autre chose que l'économie pour travailler le sujet. Donc voilà, donc je pars de loin. Et puis, du coup, c'est pour dire, aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que pour parler de la méthanisation, il faut inverser les questions, aller directement avec les sciences expérimentales. Et là, ce qu'on fait maintenant, dans le projet tel qu'il a évolué, parce qu'il continue, bien que le financement soit arrêté, c'est d'essayer d'interroger justement comment on va construire, donc ça c'est mon rêve, avoir une base de données exhaustive nationale des unités de méthanisation. Il en existe une, c'est la base Sinoé, vous irez la voir, elle est catastrophique. Et dans lequel il n'y a pas d'informations, et donc de construire ces informations, bien sûr des informations qui m'intéressent moi, d'économiste, combien ça a coûté, quel est le coût de l'investissement, etc. Bon, bref, des questions d'économiste. Mais en fait, pour pouvoir à la fin répondre à la question est-ce que c'est agroécologique ou pas, quels sont les bons indicateurs que les sciences expérimentales peuvent m'aider à construire, qui vont être aussi pour eux un objet de définition de où on met les priorités des indicateurs d'une unité de méthanisation agroécologique.
à la fin pouvoir être capable de décrire plus finement ces unités de méthanisation d'un point de vue agroécologique. Et je terminerai en disant une chose que les économistes ne savent pas faire, mais que les sciences expérimentales sont en train de m'apprendre, c'est le retour d'expérience avec les gens concernés, et notamment être capable de construire, par exemple, un outil très simple pour mesurer la qualité du sol après épandage de digestat avec un agriculteur qui serait capable de le faire lui-même par une co-construction entre sciences expérimentales et l'agriculteur pour finalement qu'il se rende compte lui-même des effets ou non de ces pratiques et qu'il s'interroge lui-même sur le caractère écologique de ces pratiques. Merci, je me tourne vers Maude pour le projet May Volcano, qui sera donc le dernier présenté ce soir avant d'ouvrir la discussion. C'est très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est bien My Volcano pour Mayotte. Voilà. Parce qu'en fait, nous, on a travaillé, on s'est intéressé à la naissance d'un volcan sous-marin qui a eu lieu en 2018 au large de l'archipel de Mayotte. Et on s'est intéressé à la manière dont cet événement a été saisi, travaillé par la communauté qui vivait au large de ce volcan, si je puis dire. Donc à la fois les habitants, mais aussi les scientifiques qui ont été amenés à surveiller, à suivre, à comprendre ce phénomène, et également les autorités, pouvoirs publics de gestion de crise, de gestion des risques, à la fois sur le territoire mahorais, mais aussi à l'échelle nationale. Donc cet événement est assez inédit, assez exceptionnel à plusieurs titres. Premièrement, l'intensité de la crise sismique qui a précédé l'éruption sous-marine était inattendue, puisque la région avait été très peu étudiée par les scientifiques de la Terre. Et ça a surpris tout le monde, aussi bien les populations que les gestionnaires de risques et de crises, que les scientifiques eux-mêmes. Et il a été extrêmement difficile de qualifier cet événement au démarrage, puisqu'il y avait beaucoup d'incertitudes, vu que la région avait été très peu étudiée, ce qui a mené à une période d'1 an environ avant qu'on soit capable de dire pourquoi il y avait, ou en tout cas de démontrer pourquoi la cause de ces séismes. Donc avec, durant cette année-là, et notamment durant les premiers mois, la propagation de rumeurs au sein de la population, des mobilisations de collectifs de citoyens pour demander de l'information. Tout ça dans un contexte ultramarin extrêmement spécifique qui est celui de Mayotte. La deuxième raison pour laquelle cet événement était inédit, c'est l'envergure même du phénomène naturel, puisque le volume de lave qui a été émis était exceptionnel, et c'est la première fois qu'on avait des moyens modernes pour suivre et documenter cet événement. Donc du point de vue scientifique, c'était un événement aussi extrêmement intéressant. Et troisièmement, cet événement a eu lieu à 3 km de fond, au large de l'archipel, donc il n'a été sensible aux habitants que par le biais des séismes qui ont lieu durant les premiers mois. Ensuite, cet événement n'a existé pour eux qu'au travers des discours, du discours des scientifiques et du discours des autorités qui parlaient de l'événement. Donc cette invisibilité relative de la menace est intéressante car elle rend saisissable la puissance performatrice des discours, et en particulier du discours scientifique, puisque le discours scientifique s'est retrouvé au centre, au cœur de tous les discours qui étaient tenus sur l'événement lui-même. Cette invisibilité du phénomène, elle est aussi intéressante parce qu'elle rend saisissable l'impossible rencontre, et ma collègue en a parlé tout à l'heure en d'autres termes, entre le vécu subjectif et les discours sociaux qui émergent dans différentes arènes par les pratiques scientifiques, administratives ou encore médiatiques, puisqu'on s'est intéressé aux médias. Donc, quelle forme d'interdisciplinarité dans le projet? Des géophysiciens, tectoniciens, linguistes, spécialistes des médias, psychosociologues, journalistes. Alors certains d'entre nous ont endossé plusieurs casquettes à la fois, donc on n'était pas si nombreux, mais l'équipe du projet était quand même composée de chercheurs avec des horizons disciplinaires et des expertises très variées. En pratique, cette pluralité de vues et d'expériences a réussi à s'organiser
autour d'un objectif et d'une méthode surtout commune, puisqu'ensemble nous avons travaillé de manière très méthodique à recueillir, analyser et confronter les logiques d'agir d'une part, mais aussi les discours qui ont émergé autour de l'événement. Et pour ça, on a constitué 2 gros corpus de données. Un premier corpus qui contenait presque 400 articles de presse, de la presse nationale, régionale et locale. Un deuxième corpus qui contenait presque 400 documents publics, qui ont été des documents publiés par les scientifiques ou par les autorités administratives à différents niveaux sur l'événement. Et ensuite, nous avons travaillé par petits groupes sur ces corpus, certains maniant les outils de l'analyse qualitative, tandis que d'autres ont préféré des approches plus quantitatives. Mais tous, on a cherché à caractériser à notre manière, avec nos outils, la logique d'agir et l'articulation entre les différents discours qui étaient tenus par les acteurs. Des étudiants de master nous ont rejoints et une doctorante aussi, Louise Levagresse, dont je reparlerai plus tard. Lorsque le Covid l'a permis, on a aussi été travailler sur le terrain, notamment Louise et moi, où on a passé pas mal de temps à Mayotte pour pouvoir travailler directement auprès des acteurs et mener des campagnes d'entretien. Donc, pour quelle plus-value et quelle découverte ? Donc le travail sur les corpus a permis dans un premier temps d'identifier déjà les acteurs clés, de documenter les actions qui avaient été entreprises par ces acteurs et de les mettre en regard des propos qui étaient tenus dans les différentes arènes et notamment l'arène médiatique. Et tout ça, on a d'abord commencé d'un point de vue assez pragmatique par le mettre en regard de la littérature dans le champ des risques et des crises, qui est la littérature dans laquelle moi en particulier j'évolue, ce qui nous a permis de construire un retour d'expérience consolidé de l'événement. Et ce qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a très peu d'acteurs qui ont le temps de consolider leur retour d'expérience. Au contraire, le retour d'expérience est souvent fait à chaud, selon des formats extrêmement divers et variés, alors que nous, scientifiques, on a cette chance du temps long et cette chance d'avoir accès à différents acteurs aussi, ce qui nous permet d'avoir un regard plus construit. Et c'est ce que disait aussi Bernard tout à l'heure à propos de Reston Cisnes, et je pense que ça, c'est intéressant. C'était aussi une manière pour nous de contribuer au travail réflexif des géosciences, puisqu'on a publié ce travail dans une revue de géosciences qui était donc lue par les acteurs scientifiques en charge du suivi et de la surveillance du phénomène. Dans un second temps, nous avons travaillé sur le corpus médiatique en nous appuyant cette fois sur les compétences de nos collègues analystes du discours et des médias. Et nous avons montré que la presse mettait en avant 3 principaux acteurs. Alors mes collègues diraient des communautés discursives, les habitants, les scientifiques et les pouvoirs publics, et à ce titre plutôt la figure du préfet. Nous nous sommes rendus compte également que ces communautés discursives, ces acteurs, occupaient des places syntaxico-sémantiques très différentes dans la structuration des textes et des discours, et que celles-ci n'étaient absolument pas anodines, mais qu'elles assignaient en fait des fonctions sociales à chacun des acteurs. Par exemple, la population était présentée systématiquement comme subissant et s'affolant, toujours sous des formes passives ou passivantes, alors que les autorités prenaient des mesures, cherchaient à rassurer, sous couvert toujours de ce que disaient les scientifiques qui, eux, cherchaient à comprendre. Donc ce travail sur les médias, sur les formes du discours, nous a permis aussi de démontrer la prégnance du discours scientifique, de pouvoir le repérer, le quantifier, et de souligner aussi l'existence dans le texte de presse de superposition de formes d'explication. L'explication scientifique n'étant pas la même chose que l'explication donnée par le préfet. Mais comme toutes ces explications se mélangent dans la construction même du texte de presse, ça génère un effet de brouillage qui est très complexe pour le lecteur à déconstruire. Et ce travail, on l'a partagé également à la communauté des sciences dures, puisqu'on l'a publié dans le cadre d'un volume qui a été dédié à l'événement sur Mayotte, et donc qui a été lu, du moins on l'espère, par nos collègues des sciences de la Terre. L'expertise des sciences de la Terre et de la sociologie des catastrophes était aussi nécessaire pour aller plus loin dans la compréhension de cette mise en scène médiatique.
Et pour ça, il a fallu donc on aille sur le terrain et qu'on travaille avec les acteurs. Et on a réalisé plus d'une cinquantaine d'entretiens maintenant auprès de journalistes, de scientifiques, du préfet, de tous les gens qui contribuent à construire et à faire circuler ces discours. Et ce nouveau corpus a été également retranscrit pour constituer un nouveau corpus en lui-même écrit sur lequel on a pu travailler grâce à l'analyse de discours. Et ce travail, cette fois-ci, a permis d'abonder, de nourrir les réflexions en psychosociologie clinique sur les rapports de domination à l'œuvre, alors dans les territoires d'outre-mer d'une part, mais aussi dans le champ de la gestion des risques et des crises plus généralement. Et la manière dont ces rapports de domination pouvaient être perçus au travers des discours qui étaient tenus. Et comment est-ce que ça pouvait renvoyer à des logiques de domination préexistantes antérieures. Donc pour terminer, donc je pense que de ces points-là, je pense que l'interdisciplinarité pour nous a pris une forme assez concrète. Il y a eu également des difficultés, forcément. Donc, on a eu beaucoup de mal à démarrer avec le Covid, notamment parce qu'on travaillait sur un terrain lointain et que c'était compliqué de s'y rendre. L'équipe aussi se découvrait. Il nous a fallu du temps pour réussir à échanger de manière efficace. Je pense qu'il y a vraiment un travail il faut se laisser le temps. Au-delà des concepts qui étaient mobilisés de manière très différente parfois, il nous a fallu aussi travailler à déconstruire les logiques dans lesquelles nous sommes pris dans nos disciplines, dans la manière de poser une question de recherche, de structurer une réflexion qui permette de répondre à cette question, jusque dans la manière de structurer et de rédiger un article. Et finalement, les choses se sont mises en place à force de travail en commun. Je crois finalement que l'interdisciplinarité requiert d'accepter de perdre du temps, ce qui va à l'inverse des grilles habituellement utilisées pour évaluer les performances des chercheurs. Une autre difficulté de taille avec le Covid, ça a été donc l'incapacité de se déplacer sur le terrain. Et nous étions en outre une équipe plutôt jeune et féminine. Nous avons eu la joie de voir naître 4 bébés et autant de jeunes mamans ravies mais fatiguées durant le projet. Et finalement, je pense que tous ces aléas de la vie, joyeux, plus ou moins joyeux avec le Covid, ont été intéressants parce que ça nous a permis en fait d'avoir un long travail préparatoire à distance. Et quand on est arrivé sur le terrain, on était dans une optique assez différente de si on avait commencé par le terrain. Donc c'était aussi une manière intéressante de renverser un peu la manière dont on aborde les choses habituellement. Voilà. Ce que je dirais pour conclure, c'est qu'il y a la limite de ces projets, c'est le temps. Hein. Je pense que la durée de 2 ans est finalement assez courte. Nous, ça nous a permis d'envisager de nouveaux projets ensemble. On a fait de belles rencontres. Il y a la thèse de Louise qui a émergé directement de ce projet parce qu'elle avait fait son master avec l'équipe et qu'elle a souhaité faire une thèse interdisciplinaire, donc avec nous. Et aujourd'hui, avec Louis, on travaille sur l'élaboration d'un dispositif de sciences participatives avec des classes de collège et de lycée, avec des enseignants qu'on a rencontrés sur place. Donc finalement, je pense que ce travail-là nous a donné envie, ce travail sur les discours nous a donné envie d'aider ces jeunes à trouver aussi leur voix et de leur donner les moyens de mettre en récit la manière dont eux avaient vécu ces événements. Voilà. Merci beaucoup. Là, je ne vais pas faire une synthèse de tout ce qui a été dit, juste peut-être une petite réaction très rapide sur les difficultés et la plus-value. Je pense que Maud a relevé le problème de la perte de temps. Et c'est vrai, ça prend du temps. Hein. Ce n'est pas un temps perdu, évidemment, mais c'est du temps pris sur dans des métiers de la recherche où tout va de plus en plus vite. Et donc... évidemment, c'est un pari incertain. C'est un pari incertain du point de vue des carrières scientifiques aussi, l'interdisciplinarité. Ça, je suis très bien placé pour le voir dans une commission interdisciplinaire du CNRS. Si on voit le verre à moitié plein, ces commissions interdisciplinaires permettent de recruter des chercheurs. Si on voit le verre à moitié vide, elles ne permettent pas de les promouvoir, par exemple. C'est-à-dire que si on veut changer de rang, passer du rang 2 au rang 1 dans les carrières de directeur de recherche, par exemple, ça ne passe plus par ces... Il faut revenir vers ces sections disciplinaires, ce qui peut conduire des carrières, pas dans l'impasse, mais ça peut être délicat, en tout cas, de progresser. Sur la plus-value de l'interdisciplinarité, je trouve que ce qui me frappe dans l'ensemble des projets là, que je découvre, hein, donc vraiment c'est
réaction naïve, mais je trouve que ce qui est commun finalement à toutes ces démarches, c'est l'idée de rendre visibles des choses qui ne le sont pas si on reste sur des points de vue disciplinaires. Évidemment, une discipline, c'est toujours un point de vue sur le monde, et tout point de vue sur le monde implique des angles morts, et donc on peut penser, et c'est pas absurde, qu'en multipliant les points de vue, on réduit mécaniquement les angles morts, et c'est sans doute ce qui se passe. En tout cas, il est toujours question de rendre visibles des choses dans ce que vous avez présenté, que ce soit des formes d'occupation du sol, des savoirs citoyens et des nouveaux récits sur les territoires ruraux ou urbains qui n'apparaissent pas si on les regarde peut-être d'un seul point de vue disciplinaire, des données scientifiques qui restent ignorées, voire des pans entiers de la recherche en sciences sociales qui sont longtemps restés très périphériques manifestement dans le monde universitaire, des incohérences qui fragilisent les politiques environnementales, qui n'apparaissent pas nécessairement si on reste dans ces silos disciplinaires. Et puis des formes d'expérience vécue d'une catastrophe naturelle, on vient de le voir là, et des rapports de force sous-jacents entre les différents récits que nourrissent ces formes d'expérience vécue. Alors je pense qu'on est modérément en avance. Peut-être on peut directement ouvrir la discussion, hein, ça me paraît pas déraisonnable. Et donc, quelles sont vos questions? Xavier, je t'en prie. Peut-être parler fort. Oui, tu peux, je sais. Moi, On a c'est des en fait micros la question ici. de l'interdisciplinarité, de la perte de temps. En fait, est-ce qu'elle est réellement, est-ce qu'elle se concrétise réellement de votre point de vue sur le court terme de la même manière qu'elle le fait sur le long terme? Sur le court terme, il faut apprendre effectivement à se connaître. Donc, les méthodologies sont pas nécessairement les mêmes dans différents champs disciplinaires, mais sur le long terme, est-ce que ça renforce pas en toxicologie, je connais bien sur la question des pesticides, avec les épidémiologistes, les toxicologues, le lien de causalité versus l'association, etc. Est-ce que ça renforce pas justement la communication qu'on peut en faire, notamment auprès des pouvoirs politiques et des institutions en général? Ouais. Alors, Question de la temporalité. Oui, oui. Alors, je pense que... Comme celle de l'amendement par rapport aux engrais chimiques. C'est pas la même chose que d'apporter de l'engrais à une plante et d'amender le sol avec Oui, alors une sorte d'allégorie. Je me tourne, merci pour cette belle allégorie. Je me tourne vers nos panélistes. Vous avez peut-être une réponse à apporter à Xavier. Vous n'êtes pas obligé de tous répondre, mais si... Oui. Non, mais je pense que c'est difficile de répondre pour tous les membres du projet, donc je vais répondre de mon point de vue. Je crois que l'interdisciplinarité, et surtout l'interdisciplinarité avec les sciences expérimentales, m'ont permis de comprendre des choses que je ne comprenais pas jusqu'à présent et qui, pour moi, sont révélateurs de ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de rendre compte des modèles économiques en les considérant comme le résultat de jeux d'acteurs qui cherchent à faire valoir leurs propres intérêts. Et du coup, souvent, les arguments scientifiques de nature science expérimentale sont souvent présentés comme des arguments un peu couperets d'une orientation qu'il faut prendre. Et donc, moi, ça m'a permis de mieux comprendre en m'appropriant, alors c'est un grand mot de dire approprier, parce que j'ai pas du tout la prétention de faire des sciences expérimentales, entendez bien. Mais là, je sors par exemple d'un colloque sur la méthanisation dans la ferme de la Bousule à Nancy. Et je tiens à souligner la dernière ferme universitaire de France, puisque Grillon ayant fermé, c'est la dernière qui reste, où en fait, maintenant, je me réjouis de pouvoir comprendre pendant une journée ce que me racontent des collègues chimistes, physiciens. Alors, je ne comprends pas tout, mais je comprends les enjeux. Et à mon avis, de ce point de vue, comprendre les enjeux, pour moi, en tant qu'économiste, c'est mieux comprendre le positionnement des acteurs et la façon dont ils vont faire du lobby pour construire tel ou tel modèle de méthanisation. Oui, je vous en prie. Ah non, bien sûr. Alors, juste en témoignage, j'ai beaucoup accentué sur la pluridisciplinarité, je dirais interne, sciences sociales, moins sur la pluridisciplinarité, sciences exactes et sciences sociales. À ce niveau-là, l'expérience que j'en ai, c'est sur le déplacement des questionnements. Par exemple, la demande ou l'envie, l'appétence des sciences exactes était finalement de considérer la donnée scientifique comme quelque chose à porter, à valoriser,
il y avait ce terme de valorisation de la donnée scientifique dans le cadre des politiques publiques. Et par frottement, voilà, on va dire soft power, j'ai fait glisser la question sur comment sont mobilisées les données scientifiques. Et effectivement, ça me paraissait beaucoup plus intéressant d'apporter ce pas de côté et ce regard distancié, finalement, repositionner cette donnée scientifique. Et donc ça demande du temps. Ça demande du temps, c'est pas forcément une conversation, et on va pas discuter de est-ce qu'il faut déplacer la question, parce que là, ça va frotter. Donc c'est quelque chose qui se fait par, voilà, petit à petit, il y a une compréhension, une intercompréhension qui se fait, et on va dire que ma seniorité sur quelques plans me permet d'avoir le temps. Voilà, je n'ai pas d'enjeu spécifique voilà, de carrière et autres. Et donc, j'ai le temps voilà, de tisser des choses. Et ma deuxième expérience, elle est au contact des sciences exactes, en suivant finalement comment eux produisaient cette donnée et qu'est-ce qu'elle représentait pour eux. Et là, vraiment, j'ai découvert un amour de cette donnée scientifique, un amour de leur objet scientifique, des volcans, de la terre, de la chimie, de l'eau, voilà. Et vraiment quelque chose qui fait que j'ai vraiment ressenti pourquoi ils avaient voilà, ce désir et cette volonté de porter cette donnée, de la valoriser. Et que malheureusement, il y a une immense frustration parce que ensuite, elle passe au shaker. Elle passe au shaker de toutes les données. Et la troisième expérience que j'ai, c'est que les sciences sociales aussi, je les ai mobilisées comme étant des données scientifiques qui sont dans le shaker. Et voilà, une donnée comme un modèle théorique, la perception des risques, le facteur humain, etc. Pour moi, je les ai considérées comme des données scientifiques, contemporaines, consensus scientifique ou pas, et qui passent au shaker. Et effectivement, là, on voit aussi d'autres enjeux qui viennent bouleverser un peu des certitudes, des instrumentalisations autour de la population, qui est censée être cette petite population qui perçoit les risques de façon tout à fait subjective, et donc dont on ne va pas du tout se préoccuper, si ce n'est pour la rendre plus cultivée, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu mes trois expériences, mais qui demandent du temps. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais qui demandent du temps, et j'aime bien prendre ce temps. Merci Maud. Une réponse ou un commentaire? Oui, non, c'était plutôt pour donner enfin, je pense qu'on gagne du temps dans le sens où collectivement, c'est-à-dire que je vais prendre le cas des sciences de la Terre, de gestion du risque volcanique ou des crises volcaniques par exemple. Il y a un courant qui émerge, surtout à l'international, on est un peu en retard en France, qui s'appelle la social volcanology, qui mobilise les outils, les méthodes des sciences sociales pour venir interroger cette pratique de la volcanologie. Et si on écoute et si on tire des enseignements de ces travaux-là, en fait, on peut aller plus vite dans la manière d'inventer la volcanologie de demain, parce qu'on ne gère pas une crise sans prendre en compte toutes ces dimensions, en fait. Et on ne peut pas rester dans sa boîte, dans son laboratoire, ou juste sur les données, on est obligé de prendre en compte toutes les dimensions. Donc je pense que collectivement, on peut gagner du temps. Le vrai problème pour les individus que nous sommes, c'est plutôt, je pense, la question de l'évaluation des carrières interdisciplinaires, dont on a déjà parlé, qui est un vrai frein à l'émergence de recherche interdisciplinaire, c'est évident. Si je peux... Ah oui, juste rajouter un dernier mot pour dire que j'ai beaucoup votre question. J'avais même envie de la reformuler en la refaisant encore raisonner, en disant ce temps perdu à discuter des fois sans se comprendre avec des gens de disciplines dont on a le sentiment qu'on ne comprend rien à l'épistémologie. Est-ce qu'il ne nous permet pas d'accéder à des points de vue nouveaux qui, une fois qu'on les a, en fait, on se demande comment est-ce qu'on a fait jusque-là pour être enfermé dans son chauvinisme disciplinaire à ce point-là. C'est une question un peu longue, pardon, mais c'est une question, et qui va avec la vôtre, je trouve. Et aussi, je voulais dire que dans l'étude, c'est un truc qui était revenu très souvent dans le terrain. Et les gens qui nous parlaient de double bind, de la double... comment on dit, la demande contradictoire, quoi, de l'institution qui n'arrête pas de faire des injonctions à l'interdiscipline. Alors, surtout le CNRS est accusé de ça.
de faire de l'injonction à la transdisciplinarité et alors de faire, vraiment, c'est le brise-carrière le plus efficace. Voilà. Et ça me rappelle des tables rondes qu'on faisait, Nathalie, il y a 15 ans sur l'écologie, lorsque je voyais des chercheurs à la chaîne qui témoignaient en disant « J'ai trouvé un truc super pour foutre ma carrière en l'air, je me suis consacré à l'écologie, j'ai quitté le champ disciplinaire classique en me mélangeant avec l'écologie, vraiment, je sais que c'est foutu maintenant. » Et donc c'est drôle parce que 15 ans plus tard, quand même, ça n'est plus si vrai. Et donc, encore que, oui, ça mériterait d'être discuté. Mais sur ce double bind, ça me rappelle ce qui se passe aujourd'hui avec sur l'écologie, c'est-à-dire une injonction à la transition écologique enseignée par tous, par Veolia et le ministère, et la dissolution, pardon, je suis un peu monomaniaque, mais là, c'est intéressant, c'est très intéressant de voir qu'on est pris dans cette double injonction. Je vais me permettre un petit commentaire sur la question de Xavier. Je pense effectivement la notion de temporalité est essentielle parce que ça invite à faire un peu d'histoire des sciences. Moi, le sentiment que j'ai, mais je peux me tromper, mais c'est que l'interdisciplinarité se construit sans doute mieux autour d'objets qui doivent être donc communs à des disciplines. Et évidemment, le moins ça tombe du ciel et le plus ça a de chances de marcher. C'est-à-dire le plus spontanément les chercheurs de discipline vont être intéressés par l'objet, parce que les logiques disciplinaires qui sont les leurs font que cet objet est intéressant, le plus il y a de chances qu'ils puissent éventuellement collaborer avec des chercheurs d'autres disciplines intéressés par le même objet. Si tu prends les pesticides, c'est un très bon cas. Les pesticides, c'est un objet qui a intéressé, je pense, d'un point de vue savant, d'abord les toxicologues, dès les années 40-50, dès le tournant modernisateur de l'agriculture, et qui a intéressé, par exemple, beaucoup plus tardivement les épidémiologistes. Il faut attendre les années 80-90. Je pense que jusqu'à la fin du XXe siècle, il n'y avait pas de dialogue possible entre toxicologues et épidémiologistes autour de cet objet, tout simplement parce qu'il n'intéressait pas les épidémiologistes. Parce que notamment les agriculteurs sont plutôt en meilleure santé statistiquement que le reste de la population, donc bon, hop, voilà. Et puis, alors les sciences sociales, c'est encore pire. Jusqu'à il y a 20 ans, il n'y avait absolument rien en sociologie ou en sciences politiques autour de ce type d'objet, vu comme des trucs d'ingénieurs. Et donc, pour intéresser des sociologues à cette affaire-là, il a fallu encore plus de temps. Voilà, et je pense que c'est les conditions nécessaires et non suffisantes, évidemment, mais à ce qu'une forme d'interdisciplinarité fonctionne, c'est-à-dire qu'il y ait quand même un intérêt de base qui soit déjà implanté dans la discipline, pour qu'éventuellement on puisse transgresser, parce que bon, au moins on a un intérêt à l'objet, et donc c'est pas complètement absurde de se lancer dans... et pas complètement suicidaire d'un point de vue de carrière, parce qu'effectivement, les logiques de carrière finissent quand même par structurer ce qu'est la production scientifique. Enfin, c'est basique, mais c'est évident. Est-ce qu'on a une autre question qui sera pas loin d'être dans les dernières questions, à mon avis. La deuxième, c'est la dernière. Richard. Bon courage pour les réponses courtes. Non. Voilà la réponse. Non. Bravo, merci beaucoup. Je trouve ça absolument passionnant et c'est très stimulant. Après, vous écoutez, vos discours ne sont pas tellement positivistes. Positif ou positif? Positiviste. Donc, je me demandais en vous écoutant si dans nos objets, l'interdisciplinarité est forcément post-positiviste ou pas positiviste. C'est comme un grand sujet que dans l'interdisciplinarité entre ceux qui sont strictement positifs et les autres. Et donc voilà, est-ce que c'est un biais des recherches et des orientations du CPT qui produit ce type de recherche-là, ou bien enfin, Mais pour bien comprendre la question et pouvoir donner une réponse courte, qu'est-ce que tu opposes à positiviste? Est-ce que c'est herméneutique? Constructiviste, post-positiviste, relativiste. Ah, oh là là. Non. Bon, est-ce qu'on est tous dans une épistémologie non positiviste et puis, j'ai pas entendu non plus, alors, mais ça vient avec, c'est un peu la même question, mais ça ouvre un peu d'autres choses. Vous ne prononcez pas non plus le mot d'écologie politique. Donc, vous, dans vos recherches, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous parlez de pratiquer une forme d'écologie politique? Ou est-ce que c'est pas un bon terme, c'est plus un bon terme, voilà. Est-ce que c'est complètement en dehors de vos réflexions? Et Sandrine, tu as une question en complément immédiat, si j'ai bien compris. Complément immédiat, mais parce que j'allais justement dire l'inverse. Et du coup, c'est intéressant parce que je me disais que ce que je trouvais intéressant dans ce que vous avez présenté, c'est aussi toutes les formes, les outils que vous avez inventés, imaginés pour établir ce dialogue.
et que, pas tous, mais que je trouvais que dans cet effort-là, il y avait souvent l'idée de constituer une base de données, d'arriver à des données plus grandes pour y voir plus clair, pour pouvoir se mettre d'accord. Enfin, c'est dans le cas de Pascal, même Baptiste, il y avait ce rêve de... Voilà. Et du coup, je trouvais que justement, il y avait, que dans certains cas, l'interdisciplinarité poussait peut-être à justement des formes d'objectivation qui n'étaient pas forcément au départ celles de disciplines engagées. Mais ça concerne aussi les 2 premiers projets autour d'outils sensibles. Voilà, on invente, on est obligé d'inventer. Voilà. Bon courage pour la réponse. Oui. Alors, qui veut se lancer dans une esquisse de réponse? L'écologie politique, on peut le faire à main levée. Oui. Mais Bernard. pour la faire vraiment courte, c'est pour ça que je t'ai posé la question de savoir ce que tu opposais. On peut se positionner à un niveau très épistémologique, dans le sens anglo-saxon du terme, quels sont le type de connaissances qu'on produit. Et on peut dire que si on mobilise des sciences différentes, les façons de produire des preuves ne sont pas du tout les mêmes. Tu ne fais pas de la philosophie comme tu fais de la physique. Ça se saurait. Donc, c'est vraiment des preuves que vous produisez. Moi, ben oui, par exemple, quand tu... m'est venue en écoutant ouais. Emeline quand elle a dit c'est une collection d'expériences qu'on a fait. D'accord. Et je trouve ça hyper intéressant, hein, mais c'est pas la même chose que faire une sorte de grand cabinet des curiosités c'est ça, sur ouais. l'environnement, et puis de démontrer ou d'entrer dans des modes même plus analytiques. D'accord, oui. Bon alors, par exemple, pour le projet sur lequel on travaille, justement, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que tu es obligé de pouvoir t'appuyer, de pouvoir objectiver des choses. Tu ne peux pas dire c'est bien, c'est pas bien pour telle ou telle chose. On a croisé des choses qui sont très, très positivistes, d'une certaine façon. Des enquêtes traitées par des économistes, c'est très positiviste, d'une certaine façon. L'observation de processus, ça l'est beaucoup moins. Et si tu as, après, en plus de l'observation de processus en fonction des disciplines qui sont les tiennes, et que tu as quelques concepts normatifs pour dire, ben voilà, j'ai une idée de la délibération, j'aimerais savoir si ça correspond à peu près à la réalité, tu vois que tu ne peux pas faire du positivisme là-dessus, mais ce n'est pas du relativisme non plus, bien au contraire, c'est très objectif par rapport à constructivisme. Et donc, pour vraiment résumer la chose, à ton affaire, pour la faire courte, cette question, faire des sciences positivistes selon les disciplines te donne des réponses qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est beaucoup plus facile de le faire en physique, en économie, c'est un peu plus difficile en sociologie. Je vais simplement dire aussi qu'il y a tout un département au CNRS qui s'appelle l'INE, l'Institut national de l'écologie et de l'environnement, donc on n'est pas tout à fait sur une voie de garage quand on s'intéresse à l'environnement. Il y avait beaucoup de monde à La Rochelle, là, quand on a fait les journées de prospective. Écologie au sens scientifique strict, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Et juste un tout petit mot, pour ne surtout pas répondre à cette question qui est trop large, mais elle me renvoie à un moment de l'enquête qui a été assez émouvant pour Marin et moi. C'était lorsqu'on s'est senti un peu blessé dans notre identité disciplinaire de SHS, lorsqu'on a compris au bout de 2 heures d'entretien avec un écologue, que je ne nommerai pas parce que peu importe, et ce qui était intéressant, c'est là je trouve qu'il a une réaction d'écologue, me semble-t-il, assez générale, quand on a compris qu'au bout d'un moment dans sa tête, il confondait journaliste, sociologue, philosophe, historien. Tout ça, c'est dans une sorte vraiment de bulle commune. En gros, c'était pas de la science. Et avec ces gens-là, lui, il dit ce qui est important pour moi, c'est de voir jusqu'où je dégrade le signal. Et donc, ça veut dire que lui, il établit des vérités scientifiques. Et ensuite, il va activer une pompe à dégradation de la vérité scientifique. Si c'est un journaliste, il descend très bas, c'est un philosophe un petit peu moins, un historien peut-être, je sais pas. Un philosophe, il doit monter normalement. Un petit peu, peut-être, j'en sais rien. Mais donc, quand on a compris qu'en fait, son rapport au SHS, c'était le niveau de dégradation du signal, on lui a demandé des exemples pour bien aller chercher tout, c'était bien ça qu'il voulait dire. Et bien là, on a quand même été un peu blessé, un peu navré aussi, on s'est rendu compte que le positivisme, enfin nous on l'a vécu comme ça, comme l'inverse, on s'est dit, oh, le positivisme règne quand même à un point assez incroyable, enfin c'est comme ça que peut-être c'était un sentiment à rediscuter, mais c'est une contribution de plus à la question. Je pense que c'est la question de la norme, c'est-à-dire que c'est la question de la preuve. Enfin, moi, je le vis comme ça. C'est-à-dire que si on veut parler, si on veut être écouté ou être entendu par les sciences dures, il faut pouvoir emprunter des formes qui parlent. Et je pense que c'est aussi tout le travail de l'interdisciplinarité que d'accepter certains compromis
qui ne dégrade pas l'intentionnalité ou la manière de travailler quelque chose. Et alors, on n'est absolument pas positiviste dans le projet, mais par contre, de pouvoir emprunter des formes qui peuvent parler à des collègues qui peuvent être beaucoup plus positivistes pour certains d'entre eux. C'est important aussi. Alors, ça se discute, hein, ça peut être un engagement que de ne pas le faire, mais ça peut être aussi intéressant de pouvoir dialoguer et pouvoir établir ce dialogue sur ces bases-là. Moi, je le ressens aussi comme ça. La question de... C'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais c'est une question intéressante. Bref commentaire, positiviste, pas forcément comme une catégorie pour toute ma vie, pour tous mes projets, dans tout ce que je fais. Dans ce projet-ci, comme dans un certain nombre, à la recherche du fait social, observable, objectivable. Quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui a été dit, c'est un fait positiviste. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de méthodes qui sont utilisées. Après, je trouve ça intéressant ce qui a été dit sur la dégradation du message. Je crois qu'en sciences humaines et sociales, voilà, en sciences de l'abstraction, si je puis dire, on dégrade aussi beaucoup nos messages. Ou quand on parle aux sciences exactes, de psychologie ou de sciences politiques, ou de bon, il faut quand même dégrader un petit peu le message. Non, je dirais traduire. Non, mais je vais me permettre de finir ce que j'ai à dire. Pour être rapide, donc c'est un jeu, voilà, on le fait tous et ça s'appelle communiquer, tout simplement, et s'adapter, essayer de faire au mieux, puis petit à petit de construire finalement et d'enrichir ce qu'on peut transmettre jusqu'au moment où on se parle complètement librement et avec complicité, mais ça c'est, voilà, ça prend du temps, et je crois qu'il ne faut pas le négliger. Et puis rebondir aussi sur, voilà, sur le vécu de ces projets et ce qu'ils peuvent donner aussi également. Il y a eu un petit exemple, hein, on est parti tout feu tout flamme dans le projet en se disant on va créer une base de données scientifiques qui va être consultable, utilisable, etc. Mais en voyant finalement que cet espace de traduction et de consultation, il était fait de dégradation, fait de conflits, ça n'aurait pas été approprié du tout. Donc voilà, c'est aussi des découvertes qui font réajuster les projets et les aboutissements des projets dans leur évolution. Voilà, je te repasse parce que tu voulais dire. Ah non, c'était juste pour un petit mot. Alors peut-être sur dégradation, parce qu'on a pris le temps. Ok. Alors un mot rapide, s'il vous plaît, parce que du coup, en fait, sur les modes d'existence, pour répondre au positivisme, enfin, qu'il n'y a pas de vérité, que en fait, voilà, chaque mode a ce propre. Il n'y a pas de vérité universelle. Donc, comment on construit un objet d'étude, en co-construit pour accepter, enfin, voilà, pour faire de la politique, en fait aussi, c'est aussi le but de l'écologie politique. Oui, donc très clairement, nous, dans notre démarche, on n'était pas dans une posture positiviste, même si, évidemment, on vient des SHS, de l'urbanisme, de l'architecture, avec nos corpus scientifiques disciplinaires qui ont été obligés de se confronter. Et donc, on a adopté une méthodologie dans la recherche-création. On s'est appuyé sur des méthodologies classiques éprouvées en SHS et dans toutes les disciplines qui étaient représentées. Mais par contre, effectivement, une fois qu'on a qu'on a fait ces expérimentations, qu'on les a mises en récit et observées, finalement, on peut avoir des éléments de questionnement sur les méthodologies, sur la manière de faire émerger et de faire révéler finalement la relation à un territoire et à l'expérience et à sa mise en récit. Mais effectivement, on est plutôt dans une complexité qui ouvre le monde, plutôt que, et c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité atterrir, pour reprendre un mot très référencé, on n'a pas souhaité atterrir et le réduire à un discours qu'on aurait rajouté, un discours scientifique qu'on aurait nous-mêmes superposé sur cette collection, je reprends ce terme, de récits et d'expérimentation. Donc c'est pour ça que je disais que la difficulté, c'est effectivement comment on fait le passage maintenant entre cette ouverture finalement du rapport au monde qui nous permet de saisir finalement d'autres dimensions qui ne sont pas explorées habituellement dans le champ scientifique,
mais on ne sait pas finalement tellement la saisir et la mettre en perspective finalement. Bien, ben, je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. Il reste 2 jours de colloque pour discuter de tout ça. Merci beaucoup aux panélistes et puis merci à vous pour votre attention. Merci à toi.